commencer. Je te fais signe. Ils m'ont fait un petit signe, donc c'est que ça commence. Et après, tu peux dire un petit mot sur le petit film introductif de l'année. En fait, film. Soyez prêts à écouter, même si ça fait peur, soyez prêts. On l'a vécu, vous pouvez l'entendre. À l'époque, on avait dû faire plusieurs pauses parce que l'enquêteur n'était pas prêt à entendre tout ce que j'avais à lui dire. En 2 heures, ma mère m'a raconté tout ce qu'allait être ma vie de femme. Je voudrais arrêter le temps. Tout ce troupeau de femmes est parti. C'est la dernière vision que j'ai eue de ma mère. Dylan, Dimitri, Jonathan, shérif. Ta femme et toi, vous avez violé vos gamins. Connard! Attendez, on est en train de faire quelques petits ajustements. On est des mercenaires russes, bordel. Ce qu'on croyait impensable est arrivé. Est-ce qu'on parle vraiment de l'impact que ça a sur la population? Vous réalisez des polluants éternels. C'est dingue comment on est incapable de dire non. Comment j'ai pas pu dire non? Ça ne peut plus durer. Personne aujourd'hui acceptera. On est en train de changer, d'être plus fort en fait. Alors, donc on est sur la rencontre France Télévisions et le genre documentaire sur le Pépé. Et on va voir donc Pascal Le Chevalier qui va échanger avec Catherine Alvarez, avec des S donc, hein. Faut pas mettre 2 Z. Donc voilà, je lance l'échange. Merci à vous. Merci, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce matin pour échanger avec Catherine Alvarez, donc, qui est la directrice du documentaire du groupe France Télévisions. Et donc avant de lui passer la parole, je voulais encore une fois vous remercier d'être aussi nombreux. Ça va être une session très très intéressante parce qu'on a vraiment l'opportunité de pouvoir échanger sur toute la stratégie documentaire du groupe France Télévisions. Et je pense que pendant 1 heure, on va apprendre plein de choses très intéressantes. Catherine, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et je crois qu'en guise d'introduction, on va avoir un petit film de présentation. Merci. Je vous propose en guise d'introduction, c'est un petit film qui montre de façon rapide, et on aura le temps de développer, l'offre documentaire sur France Télévisions. C'est une sorte de tout ce qui s'est passé sur France Télévisions documentaire en 2022 pour démarrer l'année 2023. Je ne sais pas si ça joue en régie. Soyez prêts à écouter, même si ça fait peur, soyez prêts. On l'a vécu, vous pouvez l'entendre. À l'époque, on avait dû faire plusieurs pauses parce que l'enquêteur n'était pas prêt à entendre tout ce que j'avais à lui dire. En 2 heures, ma mère m'a raconté tout ce qu'allait être ma vie de femme. Je voudrais arrêter le temps. Tout ce troupeau de femmes est parti. C'est la dernière vision que j'ai eue de ma mère. Dylan, Dimitri, Jonathan, shérif. Ta femme et toi, vous avez violé vos gamins. Connard! Nous, on est des durs à cuire. On est des mercenaires russes, bordel. Ce qu'on croyait impensable est arrivé. Est-ce qu'on parle vraiment de l'impact que ça a sur la population? Vous réalisez des polluants éternels. C'est dingue comment on est incapable de dire non. Comment j'ai pas pu dire non? Ça ne peut plus durer. Personne aujourd'hui acceptera. On est en train de changer, d'être plus fort en fait. Voilà, merci pour cette petite présentation. Alors, le documentaire, c'est avant tout une aventure humaine. Et justement, la première question que je vais poser à Catherine, c'est de dire comment on arrive à la direction
du documentaire de France Télévisions, votre parcours de carrière, d'aventure, comment s'est-il déroulé ? C'est une longue aventure. J'ai rejoint le groupe France Télévisions début 2016. À l'époque, le groupe était organisé différemment, donc je dirigeais les documentaires de France 2 uniquement. Et en 2019, on a réorganisé France Télévisions pour avoir des unités documentaires, enfin des unités par genre, donc qui permettaient d'être sur l'ensemble des chaînes. Avant cela, je suis passée à Arte, là aussi, qui est un endroit plus que intéressant pour le documentaire, où je suis restée presque 5 ans. Et avant cela, j'ai eu un parcours en France et à l'étranger. Je suis restée longtemps aux Pays-Bas. Et c'est là où vraiment j'ai démarré en France en production, 2 documentaires mais aussi de fiction et d'animation. C'était une société dirigée par Serge Moiti qui s'appelait Images et Compagnie. Et puis quand je suis partie aux Pays-Bas, c'est là où je me suis vraiment spécialisée dans le documentaire. J'ai une formation juridique au départ, donc mais je savais que j'avais envie de faire, je ne sais pas trop comment, du cinéma d'abord, et le documentaire, je trouve, enfin voilà, ça a été assez chemin faisant. En fait, je me suis retrouvée aux Pays-Bas. Là, j'ai découvert d'autres façons de raconter le monde. Là aussi, de se décentrer. Et donc, je suis restée aux Pays-Bas 6 ans. Et ensuite, je suis revenue en France, production, distribution et finalement diffusion. Depuis, donc, je suis entrée à Arte en 2011. D'accord, merci. Alors justement, souvent la télévision, pour nous téléspectateurs, c'est l'information, le sport, le divertissement, mais également le documentaire. Et la question que je vais vous poser, c'est aujourd'hui, au sein du groupe France Télévisions, quelle est la place du documentaire ? Alors d'un point de vue quantitatif, on parlera tout à l'heure de la qualité du choix des programmes, mais ça représente quoi dans la grille, en volume d'heures, en nombre de programmes, et puis un point aussi qui est très très important, d'un point de vue financier, qu'est-ce que ça pèse ? Alors d'abord, je voudrais tout de même toujours remettre ça au centre, c'est que le documentaire, c'est une spécificité du service public. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire ce qui nous distingue aujourd'hui des groupes commerciaux, de TF1, d'M6, même si M6 a annoncé qu'ils allaient diffuser 12 documentaires par an, ce qui est absolument ridicule comparé à France Télévisions. Et après, je parlerai du poids financier. Ça a toujours été, c'est ce qui fait le service public. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des fictions, de divertissement sur toutes les autres grosses chaînes comme TF1. Mais le documentaire, c'est d'abord la spécificité. Donc, quelle est la place du documentaire ? C'est ce facteur différenciant. Une fois qu'on a dit ça, il y a autre chose à dire, c'est que le groupe France Télévisions permet, grâce à l'ensemble de ces chaînes, d'avoir des offres très complémentaires. Donc, c'est-à-dire que le documentaire a une spécificité aussi au sein du groupe, c'est qu'il se déploie sur l'ensemble des chaînes. Par exemple, sur France 5, vous ne trouvez pas de téléfilm, de fiction, alors que le documentaire, j'allais dire, vraiment irrigue l'ensemble du groupe France Télévisions, de France 2 à Culture Box, donc du plus gros au plus petit, donc ça irrigue l'ensemble. Après, c'est un poids financier énorme, puisque c'est, comme vous l'avez vu là, c'est de la création. Et malgré un service public chahuté, malgré une redevance qui disparaît, la création reste au centre du service public. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un accord qui protège le documentaire à hauteur de 105 millions d'euros par an. On a réussi à conserver cela, donc c'est quand même extrêmement important. Et là, sans aller trop vite, ce qui met aussi une grande comparaison avec les plateformes, dont on parle beaucoup, qui font 3 séries par an, par exemple, sur le territoire français. Donc c'est quand même, voilà, c'est un poids absolument énorme. C'est un poids, et c'est aussi un poids d'impact. Ça, on pourrait y revenir. Le documentaire a un rôle plus que jamais important aujourd'hui, je pense, dans nos sociétés. Alors, j'ai aussi une question où souvent, quand on regarde la télé, on ne voit pas toujours la différence entre ce qu'est un documentaire ou ce qu'est un reportage au sein d'une émission d'information. Par exemple, je cite Complément d'enquête. On a l'impression que c'est un documentaire, mais est-ce que ça a la qualification de documentaire ? Alors, la qualification, ça, c'est un vieux débat qui est assez dogmatique, je trouve. Moi, même lorsqu'on fait des documentaires, ce qu'on appelle de création, si le lendemain, je rencontre quelqu'un dans la rue qui me dit « j'ai adoré ton reportage », je suis déjà très heureuse qu'il l'ait vu, en fait. Donc, la qualification m'importe peu.
En revanche, elle importe bien sûr pour les professionnels. Donc nous, ce qui est qualifié dans le documentaire, c'est ce qu'on appelle le périmètre CSA. Je ne veux pas être trop technique. C'est le périmètre CSA qui liste, c'est dès lors que vous avez de l'information, que vous informez, c'est considéré comme du documentaire. Quand tu prends l'exemple, par exemple, la direction de l'information, complément d'enquête, envoyé spécial, dépendent de la direction de l'information et non pas de la direction des documentaires. En revanche, ce qu'ils contiennent, ce sont des documentaires au sens du CSA. Après, la problématique qu'on a, c'est que, enfin, pas une problématique, il y a une autre définition plus complexe qui est donnée par le CNC. Mais nous, service public, on ne veut pas dépendre du CNC pour qualifier nos œuvres, parce que très vite, ça serait par exemple sur les séries, le CNC ne qualifie plus dès lors qu'il y a une série de documentaires. Donc nous, le documentaire, on est vraiment dans le périmètre du CSA. D'accord. Justement, aujourd'hui, le groupe France Télévisions, pour remplir sa grille et puis répondre à ses obligations de production et d'engagement, les fameux 105 millions, comment la direction du documentaire s'organise? Elle est organisée par thématique, avec des unités de programme qui sélectionnent et qui rencontrent les producteurs. Et à partir de là, est-ce que France Télé reçoit énormément de projets? Comment se passe tout le parcours des deux côtés, à la fois du côté de celui qui propose et de celui qui décide? Alors c'est vrai qu'en 2019, lorsqu'on a réorganisé le documentaire, c'est beaucoup de films, ce qu'on appelle unitaires. Donc en fait, j'ai réorganisé par pôle thématique, c'est-à-dire, puisque c'était de dire, on peut aller sur toutes les chaînes. Par exemple, donc j'ai un pôle culture et histoire. Vous pouvez retrouver des films d'histoire sur France 2, sur France 3, sur France 5. Donc ça montre bien que donc ça permet aux équipes aussi, et après on pourra entrer comment on distingue un France 2 d'un France 3 d'un France 5. C'est la question du public. Donc il y a culture et histoire, société et géopolitique, sciences et découvertes, et un quatrième pôle qui là est dédié aux acquisitions, qui est très importante pour nous aussi, pour France 5, particulièrement Pure Culture Box, et donc c'est acquisition et coproduction internationale. Donc moi j'encourage toujours les producteurs qui veulent nous envoyer des projets, déjà un petit peu regarder ce qu'on fait. C'est toujours pas mal de regarder la télé quand on veut travailler avec la télé. Il y a après de se dire tiens, est-ce que mon projet est plus sociétal? C'est assez simple. Et ensuite donc il y a un directeur délégué à la tête de chacun de ces pôles qui lui-même a des conseillers de programme qui, eux, sont plus dédiés. Donc les conseillers de programme, je vais prendre par exemple l'histoire. On va voir des conseillers de programme plus dédiés à la case du siècle. Donc c'est la deuxième partie de soirée sur France 5. Des conseillers de programme qui sont plus dédiés au prime de France 3. Des conseillers de programme plus... France 2 a une particularité, c'est que France 2, pour les primes, on peut avoir de l'histoire, on peut avoir de la société, on peut avoir de la découverte. France 2, c'est une chaîne très particulière. Parce que comme tu le disais, surtout pour France 2, les gens qui regardent France 2, le public France 2 n'est pas un public de documentaire. Ce qu'on appelle, c'est pas un public captif. C'est pas comme le public France 5, le public d'Arte. France 2, on regarde France 2 pour l'info, pour le sport. Donc voilà, donc c'est un peu particulier. Mais donc, il est conseiller de programme. Et ce sont eux qui vont d'abord... alors en termes de volume, juste pour vous donner le volume, pour comprendre... que parfois on répond peut-être pas assez vite pour tout le monde. On s'est engagé aujourd'hui à répondre dans les 2 mois, ce qui peut sembler long quand on attend. Mais on reçoit, par exemple, le pôle société Géopo, je pense que c'est le pire, en une année, reçoit 1900 projets. Et j'ai pas une très très grosse équipe. Donc ils sont humains. Et donc c'est énorme. Alors c'est surtout ce pôle, société, c'est ce qui reçoit le plus. Mais on reçoit en plus de 3000 projets par an. D'accord. Et à partir de là, ça se passe comment? Il y a des comités de lecture, il y a des échanges avec un comité de sélection? Absolument. C'est-à-dire que donc par pôle thématique, donc les conseillers de programme, déjà il faut avoir confiance. On a des conseillers de programme experts, on a des conseillers de programme. Moi j'ai une grande confiance en mes équipes. Et donc il y a toujours des premiers projets où on sait d'emblée que c'est pas pour nous. Enfin c'est assez simple. Dès lors qu'il y a un projet qui on se dit ah tiens ça peut être intéressant pour donc je vais prendre la case infrarouge qui est une case sociétale sur France 2. Donc ça va être discuté au sein du pôle. Il y a quelque chose d'intéressant. Je mets quand même aussi le doigt sur maintenant la réorganisation où on peut se dire ah bah tiens c'est pas sociétal, finalement, ça pourrait aller peut-être vers l'histoire. Ce qui est plus simple maintenant, c'est qu'on est tous ensemble. Donc ça peut, un projet, parfois, en lecture, va glisser sur un autre pôle.
Donc il y a des discussions au sein d'abord du pôle. Donc le directeur délégué fait déjà un gros travail avec ses équipes de conseillers de programme. Et ensuite, ça remonte à moi et mon adjointe. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas tout lire, donc ça c'est impossible. Donc il y a déjà des premiers choix auxquels je fais confiance, et c'est faire confiance. Et puis des choix plus, surtout les gros primes, France 2, France 3 ou France 5, où là je vais plus m'investir dans la lecture, voilà, on fait un premier choix. Après il y a quelque chose d'important dans le documentaire, c'est le temps. Donc on fait beaucoup de développement. Un développement permet, pour un film société, de repérer ses personnages, pour un film découverte, de faire de repérage, pour un film d'histoire, de l'écrire. Donc ça, c'est un temps de développement. Et ensuite, quand on se dit, tiens, voilà, donc ça, à nouveau, on se réunit et on se dit, on passe en production. Et là, il y a un autre moment, parce que nous, on est vraiment la direction éditoriale. C'est ensuite, bien sûr, les financements, les devis. Donc là, ça passe dans la partie moyen de production. Et une fois que tout est réuni, c'est-à-dire qu'il y a la validation éditoriale et la validation financière, c'est validé et on entre en production. Alors, 2 questions. La première, c'est aujourd'hui le format. À quel moment est décidé le format du programme, c'est-à-dire sa longueur, et à quel moment est décidé le réceptacle? Qui prend cette décision de dire ça va être du France 2, ça va être du France 3, ça va être du France 5? Parce que on lit parfois, on discute avec des producteurs qui disent « Ah, j'ai un projet en développement avec France Télévisions, mais je ne sais pas sur quelle chaîne il va passer. » Donc comment ça s'articule? On sait quand même plus ou moins, hein. C'est quand même très très rare de ne pas savoir. Pourquoi? Parce que si vous regardez les chaînes, ce n'est pas les mêmes publics. La mission du service public, c'est de parler à tous les publics. Qui est bien loin, on ne parle pas des clients, il n'y a pas de l'algorithme, hein, c'est de parler à tout le monde. Mais on ne peut jamais parler à tout le monde en même temps. Et qui est tout le monde? Donc c'est d'où cette complémentarité des chaînes. Donc le format, alors là je vais parler du linéaire, parce qu'on reste de la télé traditionnelle avec du linéaire, donc vous avez des formats. C'est-à-dire qu'un prime time va être 90 minutes, ou 2 fois 52. Ça nous arrive sur France 5 de mettre 2,52 ensemble. Seconde partie de soirée, c'est entre 52 et 60 minutes. Donc voilà. Et après, on a même des troisièmes parties de soirée qui peuvent être plus longues. Et après, il y a aussi la question des séries. Alors, cet aiguillage, par exemple, je vais reprendre La Société, parce que vous avez Infrarouge sur France 2, vous avez La Ligne Bleue sur France 3, qui est de la société plus territoriale. Vous avez bien sûr aussi de La Société qu'on peut retrouver sur France 5. Donc c'est une question de public, c'est une question d'écriture. Donc on sait quand même, c'est justement tout le travail qui est fait au sein des pôles. Puis là, le directeur délégué, avec ses équipes, va se dire, mais parfois, ça peut arriver, pour des primes, où on va se dire, finalement, le film arrive, on se dit... Alors ça fait un peu très télé, mais ça n'a pas la puissance d'un France 2. France 2, il faut être quand même très puissant si on veut atteindre le public, puisque comme je disais, ce n'est pas un public de documentaire. Et puis, à contrario, on peut avoir un film sur France 3 et on se dit ça a la puissance d'un France 2 et on le fait aller sur France. Mais c'est vraiment une fois qu'on est en visionnage et là on se dit, mais sinon on sait à peu près. Donc, et la question des formats, elle est liée à une grille de programme. D'accord. Puisqu'on est aujourd'hui à Papeete, dans toute cette stratégie, comment s'inscrivent les programmes ultramarins? On a vu, là, il y a plein de films en compétition. Donc comment la direction du documentaire décide alors, évidemment, dans le cadre du FIFO, il y a un engagement du groupe France Télévisions, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un œil particulier pour travailler avec tous les territoires ultramarins? Le grand changement, ça a été d'une disparition est née. La disparition de François a fait que le groupe France Télévisions s'est posé la bonne question. Et il y a aujourd'hui, alors là aussi, c'est un terme qui peut paraître un peu technocrate, mais qui ne l'est pas, le pacte de visibilité, ce qui a permis de créer des ponts entre des histoires ultramarines au sens large, parce que le documentaire, c'est avant tout raconter ce réel, raconter des histoires. Donc, il y a un pôle outre-mer, puisque je vois Luc de Saint-Cernin en face de moi, dirigé par Luc, qui est très important éditorialement, avec ses équipes. Donc, il y a plusieurs
la façon dont on marche, nous, à la direction, donc on va dire nationale des documentaires, c'est qu'on a créé des ponts sur des cases particulières. Par exemple, la case du siècle, qui est la seconde partie de soirée sur France 5. Aujourd'hui, environ un film par mois, donc, puisque c'est hebdomadaire, est consacré à l'histoire ultramarine. Donc là, ce sont les équipes de Luc qui travaillent avec mes équipes. Donc tout ce process dont je vous ai parlé avant, qui était choisir le programme, là, ça se fait dans un pont, dans un travail, dans une réflexion qui est... et également, c'est ça qui est très important à toujours retenir, c'est que depuis qu'on a instauré ce dialogue, finalement, ça a inondé d'autres cases, j'allais dire, mais de façon plus naturelle, moins process, parce qu'à France Télévisions, comme toutes ces grandes entreprises, on a beaucoup de process qui parfois nous étouffent un peu. Donc ça a été finalement, quand vous créez un dialogue, tout change. Donc aujourd'hui, on va avoir le pôle, comme on dit, le pôle ultramarin qui va nous solliciter en disant toc toc toc, moi j'ai un très bon film société que je trouve vraiment super, tu veux pas le regarder? Puis nous on le regarde, puis c'est pas qu'on le met mais on se dit ah bah tiens, donc on va rajouter un peu d'argent et puis ça va avoir une diffusion nationale. Mais c'est vrai que du coup c'est vraiment créer ce dialogue et on a des très très belles expériences où justement, Reine Pomaré, Tahiti ça a été une très belle expérience. C'était un film qui devait être sur France 5, deuxième partie de soirée, qui finalement arrive sur France 2, puis finalement on a plus d'1 million. Enfin, c'est des belles histoires, mais c'est des histoires de travail et c'est des histoires d'écoute. C'est que on connaît nous nos publics, on connaît, mais c'est vrai qu'une fois que les ponts sont installés, c'est beaucoup plus simple. Alors tu parlais de process, on sait qu'aujourd'hui il y a tout un tas de réflexions qui sont engagées au niveau de la société et qui imposent justement aux diffuseurs un certain nombre de contraintes. Alors j'en citais 3, la diversité, la parité et puis plus récemment toute la sobriété énergétique. Donc comment ta direction arrive à jongler avec ces problématiques-là alors, ce ne sont pas forcément des contraintes, mais en tous les cas, ce sont des paramètres avec lesquels il faut jouer. Et est-ce que ça pèse justement aussi sur le choix des sujets et sur la façon éditoriale d'aborder le documentaire aujourd'hui? Alors, sur la diversité, je dois dire que pour nous, ça n'a jamais été un problème. Enfin, c'est pas en effet, cet élément de langage est arrivé, j'allais dire que c'est presque un élément de langage quand on fait du documentaire. Parce que le documentaire, c'est quand même l'altérité, regarder les autres. Et quand on regarde, on voit bien que la diversité est là. Donc à moins d'être complètement aveugle et coupé du monde, je vois pas. Donc ça nous a toujours fait un peu rire, nous, au documentaire. Parce que la diversité, on la connaît, on la vit. Et mettre en récit le réel, la diversité, elle est là. Donc ça, c'est pas une contrainte, c'est même une évidence. Sur la parité, c'était moins évident. Ça a été un vrai travail. Donc, nous, on s'est engagés au documentaire avec l'ASCAM et la Garde, qui sont deux syndicats. Donc, on ne dit pas des syndicats d'ailleurs, qui représentent les auteurs-réalisateurs. Aujourd'hui, d'arriver, c'était surtout pour les réalisatrices. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, alors que les femmes, nous ne sommes pas une minorité, messieurs, nous sommes une majorité. Donc c'est quand même la majorité invisible, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc, je me suis rendu compte, il faut compter, hein, moi je suis assez pour compter, qu'on était à 41% de femmes réalisatrices. Donc je me suis engagée en 2023 à ce qu'on arrive à 50%, ce qui me semble pas très compliqué. Il suffit de s'y mettre. Donc là, c'est plutôt nous, puisque nous, on a des producteurs délégués, donc c'est d'inciter. Donc c'est vrai que, et puis mes équipes, je les ennuie un peu. Je leur dis parfois, t'es sûr qu'il y a... Alors il y a des domaines très spécifiques. Les femmes sont très exclues, femmes réalisatrices de l'histoire. Mais il y en a une parmi nous d'ailleurs qui fait un film d'histoire, Sandra, qui est là, donc donc par exemple film d'histoire, film de science. Et puis les films d'aventure aussi, parce que les femmes ont toujours plus de mal à quitter le foyer 3 semaines que les hommes. Hein. Donc on a vu qu'il y avait des poches comme ça. Donc là, on y travaille, mais c'est parce qu'il y avait quand même un mystère qui était que, par exemple, à la Fémis, vous avez plus d'étudiantes féminines, puis après, elles disparaissent du champ. C'est pas où elles vont. Ouais, on en a entendu parler récemment. C'est assez incroyable, je sais pas. Ouais. Pour les Césars, hein, je crois qu'il n'y a insensé. aucune femme réalisatrice qui était nommée, alors qu'il y a des films qui sont
réalisés par des femmes en particulier cette Mais il y en année. a quand même très très peu en pourcentage comparé aux étudiantes. Donc la parité, ça c'est quelque chose dont ils travaillent. Puis aussi sur la alors il y a la parité sur les femmes réalisatrices et autrices. Et il y a aussi, je crois vraiment toujours au rôle modèle. Mais rôle modèle, c'est aussi que pour les femmes, longtemps, elles ont été effacées de l'histoire. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup fait de films, Un siècle de couturière, même effacé des mémoires ouvrières, des mémoires rurales. Je dis souvent, on peut donner la parole aux femmes, même si elles n'ont pas eu un Nobel ou... On n'est pas tous des Simone Veil et des Marie Curie, et on a le droit quand même de parler. Donc c'est aussi donner la parole aux femmes. Ça c'est vraiment quelque chose, on est très engagé. Delphine Ernotte l'a toujours dit depuis qu'elle a la présidence de France Télévisions, donc c'est très réconfortant. Et le troisième que tu évoquais, c'est l'urgence climatique. Là c'est vrai que depuis des années on se pose la question à France Télévisions, comment parler du climat, comment parler de l'environnement, parce que ça c'est assez incroyable, enfin, à quel point on a du mal, à quel point le public ne vient pas, à quel point... Donc il y a eu toute la phase des films très anxiogènes, donc là on cherche d'autres moyens, donc on a des moyens plus... sur France 5, on s'est engagé maintenant le lundi soir à avoir une offre totalement portée sur l'environnement. Alors c'est vrai qu'on a choisi aussi là le documentaire Incarné, avec Sur le front, Hugo Clément, et puis Martin Boudot, Vert de rage, qui sont déjà deux protagonistes légitimes qui nous permettent d'avancer, mais aussi sur des films unitaires, où là on s'engage vraiment sur ce... Et même sur France 2, par exemple, on a un très beau film qui va arriver à l'antenne, produit par Grand Angle, c'est Thomas Pesquet, Objectif France, où on l'a suivi lors de sa dernière expédition. Et Thomas, on le sait, est très investi maintenant et portant d'en haut, mais aussi d'en bas, sur le territoire français, dans les territoires, puisqu'il va en Outre-mer également. Je sais qu'il était à Tahiti il y a peu de temps. C'est de voir où en est cette France-monde dans son environnement. Ok, merci. Alors maintenant, on a un documentaire qui a été choisi par la direction, on l'a produit, il est en boîte, on va le diffuser, mais on est dans un monde qui est de plus en plus numérique. Donc comment est exploité un documentaire au-delà des antennes? Quelle est sa durée de vie? Quels sont ses modes de diffusion, de distribution, hein, puisqu'on parle des deux, une fois qu'il a été diffusé à l'antenne? Et puis, il y a aussi une question sous-jacente. Quand on parle de télévision, on parle d'audience. Là, on n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'il y a des jugements, je pense à certains réals ou à des sociétés de production qui n'ont malheureusement pas rencontré l'audience qu'elles souhaitaient? Et donc, est-ce que ça les met sur le côté? Est-ce qu'ils peuvent revenir en deuxième semaine avec de nouveaux projets? Quelle est la philosophie aussi du groupe par rapport à ça? Alors, il y a plein de questions. Alors, pour démarrer, c'est vrai que quand un film est terminé, alors après, il y a la direction du documentaire dépend de la direction des programmes. Donc là aussi, c'est le dialogue avec la direction des antennes. C'est les antennes ensuite qui vont placer en fonction de grilles. Je parle du linéaire, là, de vraiment sur les chaînes traditionnelles. Donc après, c'est très simple. Hein. France Télévisions, justement, contrairement aux plateformes, on n'achète pas tous les droits. On a des droits assez restreints, puisqu'on préachète, contrairement par exemple à Arte qui coproduit. Nous, il y a une loi qui a fait passer qu'on ne fait que préacheter. Donc malheureusement, on a du mal à constituer un patrimoine, hein, puisque grosso modo, c'est 3 ans de droit, 3 diffs ou 4 ans. Donc ce qui est quand même très peu. Quand on reproche parfois à France Télévisions, mais où vont les films, c'est qu'on n'est pas coproducteur. On est très rarement coproducteur. Donc on a une exploitation, ce qu'on appelle linéaire. Et ensuite, bien sûr, le grand chamboulement, c'est la plateforme aujourd'hui de France.tv. Mais ça a été une négociation ardue aussi avec les producteurs, qui au début, les producteurs, on leur demandait le fameux plus 7, c'était, oh là là, plus 7, c'est beaucoup, ce qui semble à des temps très anciens. Donc aujourd'hui, à minima, on négocie avec les producteurs pour avoir au moins 2 mois sur la plateforme, c'est-à-dire en replay. Après, pour des questions d'audience, en fait, l'audience qu'on appelle consolidée, Médiamétrie, ne prend que l'audience linéaire, c'est-à-dire du lendemain 9h, plus les plus 7. Mais, et ce qu'on fait maintenant, et là ce qu'on a développé qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les previews. C'est-à-dire, ça ne s'additionne pas en audience, mais en tous les cas, ça permet, voilà, c'est
tous nos primes, par exemple, sur France Télé, aujourd'hui, sont disponibles dès 6h du matin, le jour de la diff, sur la plateforme. Et on a fait ça même pour des séries, donc notamment l'affaire d'Outreau, qui a été un carton absolu, 5 millions de téléspectateurs, qu'on a mis, c'est-à-dire que c'était sur 2 semaines, 4 épisodes, et dès le jour de la première diff à 6h du matin, les 4 épisodes étaient regardables. Et ce qu'on a vu, c'est qu'entre les... Là, c'était vraiment s'adapter, justement, plus que de ce que font les plateformes, c'est surtout comment on consomme la télévision et comment on consomme les films. Et on a eu 600 000 personnes qui ont regardé tout de suite les 4 épisodes d'emblée. Donc ça montre, mais c'est plutôt l'adaptation des usages, adapter nos usages, et la plateforme répond partiellement à cela. Alors justement, on entre dans une nouvelle ère, en particulier pour le documentaire. Je rappelle que les plateformes, alors on parle évidemment des plateformes américaines, ont quelque part régénéré l'intérêt du documentaire. Il n'y a pas que des séries et des films. Et donc pour le groupe France Télévisions, qu'est-ce que ça a changé ? Et on en a parlé rapidement tout à l'heure, quasiment de l'écriture jusqu'à l'exploitation des programmes. Qu'est-ce que l'arrivée des plateformes, le challenge avec les plateformes, modifie aujourd'hui pour les professionnels du documentaire et en particulier pour France Télé ? Pour France Télé, ce qui a modifié, c'est plutôt justement sur la consommation. La télévision, d'abord, avant tout, sans parler de l'écriture. C'est d'un seul coup, il n'y avait plus le rendez-vous, à part le sport qui conserve ça. Et c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes sont en train d'acquérir plein de droits sportifs. C'est comme si les plateformes voulaient ressembler aux télévisions traditionnelles maintenant. Donc c'est quand même assez drôle. Donc puisqu'ils veulent du sport, ils développent du flux, etc. C'est-à-dire que nous, très longtemps, télévision traditionnelle, c'était le rendez-vous. Bon. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec un public, les jeunes publics, c'est ça, les 15-24, les 25-49, qui d'un seul coup, eux, ne sont plus dans le rendez-vous. Donc ce qui a totalement modifié, c'est tout le travail qui est fait par la direction numérique sur la plateforme, c'est comment atteindre son public et comment créer de l'envie en dehors de je me mets devant mon prime à 21h05. Grosso modo, ça a été. Sur l'écriture, moi je mets un petit bémol, c'est-à-dire que c'est plutôt la série, puisque la série est très très adaptée justement à la plateforme, puisque ça crée une série, crée une sorte d'addiction si elle est bien faite, etc. Nous, en documentaire, en tous les cas, on s'est toujours posé la question, et ça a été très intéressant ce qu'on a fait sur l'affaire d'Outreau, c'était de se dire, nous, l'idée, c'est pas de raconter tous les faits divers de la planète. Je pense pas que les faits divers créent beaucoup de race. Dans la société dans laquelle on vit, si vous regardez les chaînes d'actu, le fait divers ne fait que renforcer les fractures, ne fait que renforcer une idée des hommes qui n'est pas forcément celle qu'on a envie de raconter. Première chose, donc c'est vrai que les plateformes, tout simplement parce qu'un fait divers, ce qu'on appelle un true crime, c'est plus simple. Vous avez des cliffhangers, c'est-à-dire qu'ils sont inspirés de la... Donc nous, ça a été de se dire, et Outreau on a prouvé qu'on pouvait le faire, de se dire, nous, pour raconter en série, on ne va pas prendre des faits divers, mais on va prendre des faits d'histoire contemporaine. Outreau, c'est avant tout ça. C'est un fiasco judiciaire qui a remis complètement en cause la parole de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a été déjà plus loin dans l'écriture. Et puis surtout, si vous l'avez vu, on s'est dit il faut aller plus loin formellement. Et on a été beaucoup plus loin en associant une réalisatrice de documentaire et un réalisateur de cinéma qui a eu la prodigieuse idée si vous connaissez un peu l'affaire d'Outreau, de faire cette mise en abîme, de mêler les acquittés, le réel, avec la fiction qui avait été créée par l'institution judiciaire en la personne de Burgot. Et c'est vrai que du coup, comme vous dites, à la fois ça nous a beaucoup, ça challenge, mais c'est toujours bien d'être challengé, mais justement ça montre que le service public peut aller plus loin et rester toujours dans une mission de service public, parce que je pense que c'est là où on gagnera. Et est-ce que les plateformes, justement, dans ce cadre-là, alors on a vu sur la partie criminelle qui s'est énormément développée, mais est-ce qu'il y a d'autres genres que les plateformes investiguent et qu'elles permettent aussi de réveiller en matière de créativité dans les chaînes traditionnelles ? Moi, je pense pas. Non, soit que je ne suis pas du tout prétentieuse, mais
Bon, il y a eu tout ce qui est true crime, etc. Après, il y a eu tout le pan, les sportifs. Mais moi, des portraits hagiographiques de 10 heures sur un sportif, c'est compliqué. Puis en plus, il faut quand même savoir, c'est que quand vous travaillez sur un sportif, en fait, c'est aussi avec son entourage, etc. Pareil pour les musiciens. C'est que c'est les labels qui viennent vous voir. Bien sûr. Donc, il n'y a qu'une série que moi je trouve extraordinaire, parce que justement, elle raconte autre chose. C'est la série sur Orelsan, que je trouve assez extraordinaire. Mais là, justement, elle raconte autre chose, parce qu'elle raconte une middle class française, normande, territoire, on se dit, bon, est-ce qu'il y a des rappeurs en Normandie? Moi, bon. Et puis, on raconte cette middle class, mais c'est tout le travail du frère d'Orelsan qui est extraordinaire. Oui, ça part du réel. Exactement. Et c'est pas le label qui vient vous voir, parce que nous, on le voit bien, si vous voulez respecter la vraie déontologie documentaire, ce qu'on fait à France Télévisions, il est hors de question qu'on négocie avec un label, il est hors de question qu'on négocie avec un club sportif qui est en mal de redorer son blason. Donc aujourd'hui, il y a plutôt, d'ailleurs, il y a toute une question de... Moi, quand j'ai commencé ce métier, quand on disait documentaire, c'était un peu le gros mot. Tout le monde se disait, enfin pas le gros mot, mais c'était qu'est-ce que c'est chiant. Dans documentaire, il y a document, c'est vraiment chiant, etc. Et puis maintenant, c'est devenu tout est documentaire. Si vous écoutez les plateformes, tout est documentaire. Vous avez une série sur Angèle, c'est un documentaire. Pour moi, c'est pas un documentaire, c'est un énorme clip. Donc voilà, sans être dogmatique, c'est pas mal de remettre. Quel documentaire? Justement, sur le documentaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu, une frontière entre la promotion, justement, et l'investigation? Est-ce que, quand tu dis un documentaire sur Angèle, c'est un méga clip et quelque part c'est de la promotion de l'artiste en tant que tel, parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose de vraiment à documenter à l'intérieur du contenu lui-même, est-ce qu'il y a des frontières à ne pas dépasser? Et tout à l'heure, je voulais poser la question, est-ce qu'au niveau de la direction, alors soit des antennes, soit de la direction du documentaire, des sujets qui sont très très difficiles à traiter, alors je ne vais pas dire qu'il y a de la censure, mais qui sont compliqués parce qu'avec des enjeux soit politiques, soit des mises en cause de personnes, et qui font qu'on est obligé de modérer l'ardeur des projets? Alors, il y a deux choses. Il faut différencier. Le documentaire, c'est un regard sur le réel. Ça semble des mots vains, mais si on y réfléchit, c'est exactement ça. Donc, on peut faire un documentaire sur Angèle, j'en suis certaine. Mais il faut avoir un regard, il faut aller chercher quelque chose. C'est que le documentaire, on peut tout raconter. La censure, il n'y en a pas. En revanche, on ne peut jamais, nous, se substituer, par exemple, à la justice. On peut pas, on a une déontologie très forte. Et la force, quand même, de France Télévisions, c'est pour ça que c'est intéressant, la place du documentaire, c'est qu'on a une direction de l'information très, très forte. Vous avez des journalistes extraordinaires. Et donc, c'est vrai que nous, on fait toujours, en tous les cas, sur certains projets, mon équipe et moi, nous ne sommes pas des journalistes. Nous sommes des documentaristes, ce qui est différent on n'est pas dans l'actu, on n'a pas toujours... Donc quand on se lance dans de l'investigation, ce qu'on a fait par exemple avec Wagner, l'armée secrète de Poutine, on l'a fait avec CAPA, qui est une agence de journalistes. On l'a commencé à développer en 2020. À l'époque, personne ne parlait de Wagner. Moi, quand j'en parlais à France Télé, on pensait que je parlais du compositeur. Donc, il y avait quand même... Et donc, nous, on est vraiment sur le temps très long. Donc, il n'y a aucune censure. Ça, je ne peux pas l'entendre dire. Simplement, on est à l'heure... Enfin, on le sait tous, à l'heure des fake news, à l'heure du n'importe quoi. C'est vrai qu'à France Télévisions, parfois, on paraît un peu lent, mais c'est juste qu'on prend le temps, on ne fait pas n'importe quoi. Ok. On a encore un peu de temps, mais finalement, comment va s'écrire le futur du documentaire sur France Télé? Alors, le groupe public a un contrat d'objectifs et de moyens, donc il y a des choses qui sont incluses dans ce document-là. Et puis sinon, comment tu vois l'avenir du documentaire sur France Télé, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la session? Je le vois assez radieux, parce que c'est quand même mieux. Non, je le vois assez radieux. Ce que je vois ces dernières années, c'est ça qui est quand même super intéressant.
parce que tu parlais de l'audience, il ne faut pas l'oublier, on est quand même tous à France Télévisions, c'est un peu triste, mais à regarder nos téléphones, je le fais même ici en décalage horaire, à 9h01, on me dit est-ce que mon film sur le Hezbollah a marché bon. Donc on est très dépendant quand même des audiences, mais c'est bien normal. Il faut que le public, si on rencontre zéro public, c'est triste. Mais je pense, en tous les cas, ce qu'on voit ces dernières années avec mes équipes, c'est que l'audace a toujours payé. L'audace ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais l'audace formelle. Voilà. Et ce que je vois là en ce moment, que ça soit sur même l'audace Noir en France qui a été diffusée hier, on l'a diffusée en pleine campagne de Zemmour. On ne savait pas encore si Macron allait repasser. C'est ça l'audace France Télévisions, c'est de se dire au mois de janvier, alors qu'on on se dit mais est-ce qu'on peut on y va, et il y a 3 millions de personnes et des très jeunes qui nous regardent. Donc je trouve que l'audace intelligente, c'est pas pour paye. Donc je pense qu'on a, si on continue à travailler de cette façon, on a quand même je pense qu'on a besoin du documentaire. Justement, sur le documentaire, tu as parlé tout à l'heure de la plateforme France.tv. Est-ce qu'on peut envisager que, compte tenu de l'importance, alors je crois que c'est Bruno Patino sur Arte qui expliquait que son audience télévisuelle était de 65 ans, moyenne d'âge, sur la plateforme c'était plutôt 35 ans, est-ce qu'on peut aussi envisager que très très rapidement, France Télé arrive à de construire une espèce de dichotomie entre ce qui sera proposé à l'antenne et de développer des lignes de documentaires uniquement pour la plateforme? Alors, il y a une chose très différente. Arte a décidé, d'ailleurs bien avant l'arrivée de Bruno Patino, en 2011, quand j'y étais, c'était Alain Lediberder, de faire ce qu'on appelle de l'hyperdistribution. Donc la plateforme d'Arte aujourd'hui, les gens qui regardent la plateforme Arte sont très vieux. Ce qu'ils ont fait en revanche, c'est YouTube, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire de se dire on fait de l'hyperdistribution. Le choix de France Télévisions n'a pas été du tout celui-là. Donc ça a été de dire on concentre tout sur notre plateforme France.tv. Ce qui est un choix et qui, du coup, en effet, on sait que les jeunes regardent énormément donc, YouTube. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, et c'est ce qu'on est en train de faire, de se dire comment. Donc il y a toute l'ergonomie de la plateforme qui a changé. C'est tout ce truc de se dire on met nos films en preview, on ne présente plus du tout les choses. Il y a vraiment ce travail de la plateforme pour pouvoir aujourd'hui avoir ce réflexe que des gens, enfin surtout des actifs, aillent sur notre plateforme en premier. Et puis, pour répondre à la question plus précisément sur les jeunes, qui dépend aussi, j'en ai pas parlé, qui est un pôle, enfin ce qui n'est pas vraiment un pôle, mais qui dépend de mon unité avec mon adjointe, c'est Slash, qui est une offre dédiée, alors là on le sait, au 15-30, donc c'est du natif, on fait beaucoup de documentaires, donc là avec aucune contrainte de durée, parce que c'est ça qui est génial, sur une plateforme, tu peux faire des séries de 5 minutes, etc., où là vraiment on s'engage on produit des films qui sont vraiment dédiés et qui n'existent que sur la plateforme. D'accord. Et est-ce qu'on peut aussi imaginer que des programmes qui rencontrent un public et un grand succès sur Slash montent sur une antenne? Eh bien oui, ça c'est déjà fait, le lundi soir sur France 5, absolument. On va bientôt arriver à la fin de la session. Très rapidement, quel programme tu nous recommandes dans les prochaines semaines, si ce n'est pas un secret, s'il n'est pas encore annoncé sur les déclarations que doivent faire les chaînes pour leur programmation? C'est quoi les prochains grands rendez-vous du documentaire pour France Télévisions? Pour regarder, j'en ai plein, alors je ne sais plus. Non, dans les France 2, les grands films qui vont arriver... y a Thomas Pesquet, Objectif France. On a un grand film, on avait fait Nous Paysans, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020. Non, 2021. Et là, nous travaillons à une grande fresque, Nous les ouvriers, que je vous conseille très fortement, qui va être... voilà, j'ai envie de penser aux ouvriers. Et aussi un grand film sur les crimes de guerre en Ukraine, sur France 5. Merci. On remercie tous les participants qui étaient sur les réseaux sociaux, qui nous ont suivis en live. Et à partir de là, je crois qu'on va pouvoir passer aux questions. Aux questions. Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions du coup dans le public? Je suis là pour vous passer le micro, donc n'hésitez pas.